l'origine des légendes de Vulcain, l'Etna, l'un des volcans les plus vieux et actifs du monde. Sur les flancs du volcan sicilien, le volcanologue Jacques Durieux est à l'écoute du moindre frémissement de son vieil ami. Auscultant, prévoyant en permanence les éruptions autour de la planète, il fréquente l'Etna depuis des décennies et a été le témoin privilégié de la moindre de ses colères. L'Etna est le plus gros et le plus actif des volcans d'Europe. C'est aussi un des plus grands volcans du monde. Il est actif depuis plusieurs centaines de milliers d'années et il s'est construit un énorme édifice volcanique qui fait presque 125 km de diamètre à la base et qui culmine à 3340 mètres. Ce qui explique que même en été, on peut y avoir des conditions atmosphériques très dures, même des tempêtes de neige. Le sommet de l'Etna est très complexe. Il est composé de 4 grands cratères qui sont étalés sur près de 2 km. Sur les volcans, la sécurité ne dépend que de l'expérience. Malgré son immense connaissance, Jacques vient chercher en permanence du savoir auprès des guides siciliens. Ils sont intimes avec le volcan et savent en prévoir la moindre manifestation. Apparemment, il y a une bouche. Oui, on voit que ce sont des gaz à haute température, la bouche. Ouais. Par contre, c'est pas là qu'on va aller échantillonner des gaz. Pour nous, ce volcan est fascinant parce que son activité est permanente. Donc on sait que venant à l'Etna, on va toujours trouver quelque chose qui bouge, soit une coulée de lave d'un côté, soit des explosions au sommet ou des explosions par une autre bouche. Ce qui fait que nous avons toujours utilisé l'Etna comme un volcan laboratoire, et ceci à 2 niveaux différents. Soit pour étudier vraiment ce qui se passe sur l'Etna, donc pour étudier le dynamisme éruptif, soit pour y mettre au point du matériel que nous allons après ça emporter sur d'autres volcans, voire sur d'autres continents. Et parfois, la surprise est au rendez-vous. Alors que le soleil se couche sur le mont Etna, un groupe de vulcanologues se lance dans une expédition à haut risque. Le but, assister à une éruption nocturne. Ils ne se doutent pas de l'enfer qui les attend. La vidéo ramenée par un vulcanologue témoigne des risques qu'ils ont encourus. Le groupe est surpris par l'intensité de l'éruption et se trouve directement en ligne de mire. Ils se mettent rapidement à l'abri, mais les vulcanologues savent que ceci n'est qu'un avant-goût. Les choses pourraient prendre vite une tournure dramatique. Une fois de plus, au nom de leur curiosité scientifique, ils ont frôlé la mort. Mais leur instinct du volcan a vite repris le dessus, les menant directement vers l'endroit le plus sûr. Le mont Etna est en activité depuis des milliers d'années. Tout au long de ces millénaires, les éruptions ont ressemblé à de fabuleux feux d'artifice dans la nuit. Mais l'attrait du spectacle qu'offre le volcan fait trop souvent oublier les vrais dangers pour la population. Le principal problème de l'Etna est que malgré ses fréquentes éruptions, une grande ville s'est installée juste à ses pieds. Plus d'1 million de personnes vivent sur ses pentes. Et le danger est constant. Voici ce qui reste des 250 immeubles détruits par la grande coulée de lave de l'éruption de 1981. Les coulées de lave en elles-mêmes, en fait, ne sont pas très dangereuses. Bien sûr, elles sont dommageables aux biens immobiliers, mais leur progression est lente. Ici, la coulée avançait de quelques dizaines de mètres par heure au maximum. Sur d'autres volcans, avec des laves plus fluides, comme à Hawaï par exemple, les coulées peuvent progresser de quelques dizaines de kilomètres par heure. Mais, en général, la population a toujours le temps de s'enfuir face à une coulée de lave. C'est ce qui s'est produit dans toute l'histoire, sauf de très très rares cas tout à fait exceptionnels, les coulées de lave n'ont jamais fait de victimes. Par contre, il y a d'autres volcans qui sont autrement plus dangereux. Ce sont les volcans gris. Là, nous avons affaire à des tueurs. Ces volcans sont dangereux aussi bien pour les populations qui vivent à leurs pieds que pour les volcanologues qui les étudient.
La plus grande crainte des vulcanologues s'est concrétisée en 1997 sur l'île de Montserrat, dans l'archipel des Caraïbes. Après des siècles de silence, la montagne a subitement explosé. Des coulées de cendres incandescentes ont détruit la ville de Plymouth, faisant des milliers de sans-abri, 7 morts et 19 disparus. La majorité des habitants n'ont pas entendu les alertes et se sont retrouvés prisonniers de l'éruption. Les équipes de vulcanologues, qui avaient pourtant anticipé la colère du volcan, se sont retrouvées elles-mêmes piégées par la tourmente. Tu as vu un peu la taille du nuage? Tu peux entendre les pierres tomber sur le toit. Il y a des éclairs et le tonnerre aussi. Des scories volcaniques tombent sur Plymouth et obscurcissent le ciel. On n'y voit rien. Et pourtant, il est midi. On est coincé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Laisse tomber. Continue à rouler. Ah, ça y est, on y voit un peu plus clair. Ça devait être comme ça sur Montserrat. Il y a 20 000 ans. Oui, on dirait le commencement du monde. Un désastre qui malheureusement est bien loin d'être unique. La surface est à 4000 mètres au-dessus du fond. Il fabrique donc un premier socle qui constitue les fondations d'une véritable montagne. Accompagné par quelques rares fantômes abyssaux, le Point Chaud fait grimper son volcan. Pendant des siècles, pendant des millénaires, sans que rien ne l'arrête. De son escalade vers l'air libre, il change d'état. Plus on s'approche de la surface, moins la pression est forte et plus les explosions peuvent prendre de l'ampleur. Il déborde, il éclate. Il explose et il teinte l'eau de soufre pour annoncer son arrivée. Enfin, après 4 kilomètres d'ascension, comme une libération après tant d'efforts, le volcan sort des ténèbres pour venir toucher le ciel. Au large de toute terre habitée, le Point Chaud est sorti des eaux et se lance dans une nouvelle histoire. Il a créé cet objet de curiosité unique qui ponctue l'océan. Une île.
Maintenant que l'île est hors de l'eau, un combat sans fin s'engage entre la mer et la terre. La puissance des vagues est une nouvelle donnée pour le volcan qui veut continuer de grandir. La montagne gigantesque cachée sous la mer soulève une houle destructrice et le long travail de construction peut se voir réduit à néant par un seul train de houle. – 14h46 sur la côte est du Japon. Pendant 2 minutes, ces Japonais vont sentir la terre trembler sous leurs pieds. Tout le monde s'est mis sous les bureaux très rapidement avec les casques. Et puis on a demandé à ce que chaque équipe puisse évacuer tranquillement le building pour aller ensuite au palais impérial. Au même moment, à 300 km de là, les lustres du Parlement commencent à se balancer. Le Premier ministre japonais lève les yeux au plafond. La séance est immédiatement suspendue. Les gratte-ciels de Tokyo et des grandes villes du Nord-Est résistent bien grâce au dispositif parasismique, mais certains bâtiments partent en miettes. De nombreuses personnes sont blessées car la secousse est forte, très forte, 9 sur l'échelle de Richter. C'est le plus violent séisme jamais enregistré au Japon. Dans cet aéroport à 300 km de l'épicentre, quelques personnes se réfugient dans un recoin. Une poignée de secondes plus tard, le plafond s'effondre sous leurs yeux. Panique aussi à la sortie des commerces, sans dessus-dessous, après la secousse. D'autres à Tokyo restent bloqués dans le métro. Les métros sont arrêtés, les portes sont ouvertes. La plupart de la population s'est accroupie, se protège la tête. Il y a eu quelques petits morceaux de béton qui sont tombés. L'arrêt des transports provoque des embouteillages monstres dans la capitale. Plus loin, des routes sont éventrées, des villages coupés du monde. Des millions de foyers sont privés d'électricité, d'eau courante et de téléphone. 16h, heure locale, région de Sendai. Après le choc du séisme, les Japonais découvrent en direct sur la télévision NHK l'arrivée d'une vague de plus de 10 mètres. Un tsunami d'une puissance extrême. La vague écrase tout sur son passage. Les débris de milliers de maisons sont charriés sur plusieurs kilomètres et arrivent jusqu'à la ville de Sendai, où les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport ont saisi cet instant apocalyptique. Les passagers, réfugiés sur le toit du bâtiment, mesurent l'ampleur du désastre. Une deuxième vague, d'une puissance quasi similaire, déferlera sur la région quelques heures plus tard. Plus au nord, dans la ville de Kameshi, l'eau s'engouffre dans les rues de la cité côtière. Médusés, les habitants ne reconnaissent plus leur ville. Ici, les dégâts sont considérables. Les bateaux du port sont emportés et s'encastrent contre les ponts. Les alertes au tsunami retentissent toujours, mais il est déjà trop tard. La ville est engloutie. Ce chauffeur de camion s'est réfugié sur son véhicule, comme ces automobilistes, surpris par les eaux. Plus au sud de Kameshi, la ville de Kessenuma. À quelques dizaines de mètres du port, le conducteur de cette voiture échappe in extremis à la vague. Ici, la puissance des courants est impressionnante. La vague s'infiltre partout et rafle tout sur son passage. Comme dans le reste des villes touchées, les habitants qui en ont eu la possibilité se sont réfugiés sur les hauteurs. Témoins d'une catastrophe sans précédent. En quelques instants, la ville est envahie par une épaisse fumée. Kessenuma n'est rapidement plus qu'une mer de débris. Sur ces images tournées après le passage de la vague, la ville est méconnaissable. Au loin, les nappes de pétrole échappées des stations-service se sont embrasées. À Minami-Sandriku, l'un des villages où les victimes ont été les plus nombreuses, la panique s'est emparée des habitants. Ils ont fui sur les collines.
Certains crient et s'adressent à des personnes en difficulté. Ici, en bas, à gauche de l'écran. Ces derniers sont menacés par l'arrivée de la vague. Un photographe immortalise la scène. Le groupe s'en sortira finalement sain et sauf. Un mois après le passage de la vague, on ne connaît pas encore le bilan précis du tsunami. De nombreux corps sont toujours sous les décombres. Le gouvernement japonais estime que les travaux de déblaiement pourraient coûter près d'10 milliards d'euros.